Alors bonjour à tous et à toutes. La première chose, on parlait de la responsabilité. Il est bien d'avoir un contrat déjà, un contrat de prestation, et pas un simple devis et un simple bon de commande. On va commencer par le b.a-ba. Très souvent, ça se limite à un devis, un bon de commande, de ligne à ligne. Si on est prestataire de service, on est prestataire de service. On fait donc une prestation. Voilà. Donc ça, c'est la base. C'est avoir un cadre dans lequel l'entreprise évolue. Après, il est clair que tout dossier, il mérite de la préparation. Parler de la préparation des dossiers de sécurité, ça demande du temps. Donc la temporalité, elle est importante. Et les prestataires ont peut-être un petit peu mal éduqué les gens. On est dans un esprit de service, mais le service c'est très très bien, mais les choses doivent demander de la préparation amont et donc du temps pour avoir un niveau de qualité attendu, aussi bien au niveau sécurité que sur le reste d'une prestation. Et là-dessus, c'est d'autant plus important en ce moment et prégnant, c'est qu'on a des raréfactions de ressources humaines, raréfactions de ressources matérielles. Et si on veut arriver à maintenir un niveau de qualité, un niveau de sécurité qui soit élevé, ça demande du temps et ça demande de la préparation. Un bon dossier qui va se passer dans un cadre, sécuritaire important, c'est un dossier qui a été bien préparé avec un cahier des charges clair, établi, quelque chose qui soit vraiment costaud et qu'on ait bien sûr aussi les réponses que les agences n'ont pas toujours et qu'on ait aussi les interlocuteurs de qualité qui puissent nous aider et nous accompagner. Alors on va parler rapidement des interlocuteurs. Je pense que vous avez sûrement beaucoup de freelance en tant qu'interlocuteur, que ce soit des directeurs techniques ou des directeurs de production. En quoi, en fait, la défaillance d'une partie de toute cette sphère peut vous handicaper dans la bonne réalisation d'un événement technique, notamment des événements techniques un peu d'ampleur, quoi? Alors, il y a une notion, on a parlé de freelance. Je vais rentrer dans le code du travail parce qu'il y a une notion de responsabilité aussi derrière. Est-ce que le freelance est un vrai freelance? Est-ce qu'il est vraiment indépendant? Est-ce que c'est pas du salariat déguisé? La notion de lien de subordination, elle est primordiale. À un moment, il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce qu'on fait une facture qu'on est indépendant et qu'on est dans une notion de freelance. Donc c'est aussi ce lien hiérarchique qui est important parce que derrière, il y a une notion de responsabilité, soit au niveau de l'agence, et indirectement, c'est l'agence, c'est le freelance. C'est qui va être le responsable de cette personne? Est-ce qu'elle est indépendante? Est-ce qu'elle est autonome pour assumer une certaine responsabilité? Après, on va dire, en soi, pour nous, ça ne change rien. Ce qui est important, c'est la qualité de la personne et la compétence qu'elle apporte dans son expertise et dans la préparation et le temps qu'elle a à nous consacrer par rapport à ça. Vous travaillez pas mal en renfort évidemment avec de l'intermittence au niveau de tout ce qui est prestations techniques. Mais comment faites-vous pour vous assurer, vous, que ces personnes aient vraiment les compétences nécessaires et travaillent dans les règles de l'art? Alors déjà, c'est un travail quotidien à l'embauche, déjà sur la santé, simplement d'avoir une visite médicale à jour, d'avoir bien sûr toutes les applications nécessaires en fonction de ce que la personne va faire. Et puis ça, c'est ce que j'appelle une gestion RH quotidienne du suivi des compétences des gens, les inciter, parce que faut savoir, ça reste des intermittents, on n'a pas de lien de subordination, donc on ne peut que les inciter à suivre, on va dire, des formations. Et après, il est clair que on va vérifier qu'ils ont bien ces formations, mais on est dans une notion d'incitation. On n'a pas de lien de subordination avec un intermittent, je dirais, sur son plan de formation. Même s'il a les ressources nécessaires auprès d'un OPCO, qui est l'AFDAS, il aura la possibilité d'évoluer, de monter en compétences, mais on n'a pas d'autorité comme on pourrait l'avoir avec un salarié permanent. Néanmoins, ça fait partie de notre rôle, je dirais, de suivre son évolution professionnelle en termes de compétences et aussi en termes d'obligations par rapport au code du travail. C'est vrai que c'est un grand enjeu pour vous de vous assurer en effet d'avoir du personnel, qu'il soit intermittent ou permanent, de qualité pour justement assurer la bonne qualité des prestations et assurer que votre responsabilité en tout cas ne soit pas en défaut. Certains prestataires techniques ont des bureaux d'études en interne, mais quel est son rôle exact et en quoi celui-ci vous engage-t-il dans votre responsabilité lors de la mise en œuvre du matériel que vous pouvez mettre en place, vous en tant que prestataire technique? Alors, les bureaux d'études, ce sont des
je dirais qu'avant, historiquement, il y a très longtemps, il y a 10 ou 15 ans, ils étaient dans les agences. Et puis après, il y a eu un transfert de compétences pour partie qui s'est fait au niveau des prestataires. On est là pour accompagner, on va dire, les dossiers, les préparer, regarder leur faisabilité technique. On peut apporter des notes de calcul, on peut apporter une certaine expertise. Et après, ça va permettre à la fabrication d'un devis, au chiffrage. Après, il y aura des bureaux de contrôle qui vont arriver, il y aura des vérifications d'ensemble démontable qui vont arriver, il y aura plein de choses qui va accompagner. Je dirais que l'arrêté qui est sorti, il a remis un peu la responsabilité sur l'organisateur. Et donc, c'est l'organisateur qui va être responsable, qui va nous donner, je dirais, un cahier des charges, auquel, en tant que sachant, on va apporter notre expertise. Et après, il aura la possibilité de dire on fait ou on fait pas, en fonction du cahier des charges établi ou du souhait établi. C'est très clair. Merci beaucoup. J'avais quand même une autre question qui n'était pas forcément prévue, Stanislas. C'est justement, si vous voyez un moment que vous faites une installation qui commence à être un petit peu complexe, que vous sentez peut-être que l'agence est un petit peu fébrile par rapport à cette installation, ou que vous avez justement en contact, que ce soit un directeur de prod ou un directeur technique, que vous sentez pas trop, à quel moment vous êtes capable de tirer une sonnette d'alarme en disant là, écoutez, il va falloir faire attention, on va devoir prendre un bureau de contrôle parce que là, on est au-delà de nos compétences. À quel moment vous avez cette capacité de pouvoir de faire un gros warning là-dessus? Déjà, j'ai pas envie d'aller en prison, déjà pour commencer. Donc, c'est clair que si on a une alerte, on va. Alors déjà, on est dans une situation complexe parce qu'on va dire à notre client, ce qu'on est en train de faire là, ça le fait pas. Donc on est entre le marteau et l'enclume pour savoir, je dirais, que ça m'a été préparé, que ça m'a été pensé. Même si on est co-acteur de l'histoire, il faut qu'on dise les choses. C'est clair qu'on va pas. Je pense qu'il y a trop de responsabilités derrière pour, je dirais, ne rien dire. C'est pas possible. C'est clair que je sais pas si beaucoup de gens ont été en pénal. Voilà, c'est quand même des expériences que je souhaite à personne. C'est clair que on est au tribunal, quoi. C'est une expérience que je souhaite à personne. D'avoir un décès sur un chantier, c'est une expérience que je souhaite à personne. Et que, j'irai, comme on dit, le show must go on, oui, mais pas à n'importe quel prix. Alors justement, ça me permet de rebondir. Merci beaucoup, Stanislas. Sur le brief client, on l'a abordé tout à l'heure en préparation. Je pense que peut-être que tu veux intervenir, Kaz, sur le brief client peut-être, et en collaboration peut-être avec l'événement, avec Peggy, parce que parfois ce brief client, il est étonnant. Alors, oui, alors, même plus qu'étonnant parfois, mais alors en fait il y a le brief client et puis il y a aussi les grilles de cotation dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, où il y a des obligations, donc on l'a vu lors de cette discussion, il y a des obligations et en fait il y a des fois il y a des grilles qui sont par exemple dans les marchés publics, des choses qui n'existent pas et la grille ne peut pas être modifiée. Donc les contrôles de base, électricité, structure et un certain nombre de choses. Donc il y a vraiment un problème même parfois on a même des clients qui créent leur grille tout seuls et qui oublient ces lignes. Donc en fait un junior ne connaît peut-être pas toutes les obligations qu'il doit avoir et du coup on se retrouve avec des situations où il y a des oublis. Et après, il y a des oublis, donc des problèmes financiers et tout ce qui s'ensuit, voire même des oublis carrément de faire appel à un chargé de sécurité ou à un contrôle parce qu'on pense qu'un petit podium comme ça bougera jamais, quoi. Voilà. Peggy, tu veux réagir là-dessus aussi ? Oui, parce que je pense que vous êtes confronté en permanence à ce genre de problématiques. Parce que derrière, ça peut engendrer énormément de choses. Parce que si on a les compétences requises, comme tu disais, Frédéric, tout va bien. On va faire attention. On va justement anticiper toutes ces problématiques-là. Mais en revanche, s'il y a ce manque de compétences et ça peut arriver, comment réagir, quoi ? Alors c'est vrai, on en discutait tous les deux, puis on est même arrivé à se dire, c'est effectivement. Oui, quand on répond à des marchés, à des appels à offres marchés publics, même des consultations, mais effectivement, quand on est avec des gros groupes qui ont des grilles et en fait qu'on ne peut pas modifier ou abonder, c'est un petit peu délicat parce que on va être obligé de mettre à l'intérieur des choses. On peut même pas mettre la ligne. On va être chargé de sécu, etc. Bon, c'est un petit peu compliqué, donc
on disait effectivement qu'il faudrait qu'on accompagne, quand on répond de cette manière, un courrier en disant que effectivement on n'a pas pu remplir on va dire les lignes correctement, alors qu'il y a des obligations réglementaires, et on écrit ce petit courrier, sachez que là on rajoutera à ce devis tel point, parce qu'il faut aussi qu'on se couvre, évidemment, parce que si on ne fait pas figurer, quand on peut le mettre, quand on a des clients récurrents, effectivement on met les choses, on met le chargé de sécu, on met tout ça, et donc ça va à peu près, mais c'est vrai que il y a encore un côté d'éducation, hein. L'événement, on se doit. Alors, on a beaucoup de chantiers, entre autres, on a le chantier sur la rémunération des appels d'offres. Je fais un petit aparté, mais on a aussi évidemment le chantier d'éduquer le client comme on a bien compris que l'agence était archi responsable, je l'aurais dit. Donc, on a besoin de l'éduquer pour pouvoir placer quand même des choses et dire des choses, parce que on veut bien porter toutes les responsabilités, mais si on ne peut pas s'exprimer et justement faire part des cadres réglementaires, c'est un petit peu facile. Donc il y a ce point. Et en fait, il y a aussi une chose qui est, je pense, très importante, c'est de former ses collaborateurs. Et là, je rebondis sur ce que disait Stanislas, c'est-à-dire qu'en fait, les collaborateurs, ils doivent être, on va dire, imprégnés par tout ça, imprégnés par cette sécurité, imprégnés et ça commence par là, mais ça commence après aussi à former pour savoir que, en fait, sur un événement, on fait pas tout et n'importe quoi, qu'on choisit pas un lieu n'importe comment. Donc, je pense que c'est pareil. On se doit de former, en tout cas, nos collaborateurs là-dessus. Frédéric, tu veux réagir au nom des freelances globalement sur la partie compétences, en effet. Alors, comment un DIRTech, comment un DIRPROD peuvent être-ils compétents, en tout cas, comment les agences peuvent trouver des freelances compétents? Je pense qu'on n'a pas perdu en compétences, mais en expérience. Et en fait, malheureusement, ce sont des métiers d'expérience. On apprend tous les jours. Moi, je continue à apprendre. Les choses changent parce que juridiquement, il y a des choses qui sont mises en place. Donc, en fait, il faut toujours être dans le bain et toujours. Donc, il est important aussi que les jeunes qui arrivent viennent s'appuyer vers des genres un peu plus seniors, les accompagnent un petit bout de temps pour quand même essayer d'avoir cette culture et d'être à l'affût de tout ce qui change. Donc ça, c'est vraiment important. Et en ce moment, on le voit très bien parce qu'il y a une grosse demande en personnel de manière générale. Et du coup, il y a des gens qui arrivent sur le terrain qui découvrent en fait, en même temps qu'ils sont obligés de le faire. Donc, et malheureusement, ils sont responsables de ce qu'ils sont en train de faire. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire sur la compétence. Et je pense que ça, c'est le nerf de la guerre, parce que je pose une question comme ça, mais est-ce qu'on n'aurait pas perdu en compétences ces derniers temps, vu la situation qu'on a pu traverser il y a 2-3 ans maintenant? Est-ce qu'on n'a pas ce sentiment d'avoir perdu en compétences? On parlait de temporalité aussi, Stanislas. Est-ce que tout ça ne joue pas contre nous? Peut-être que Stanislas, tu veux reprendre la parole? Je pense pas qu'on a perdu en compétences. Je pense qu'on a une volume de travail qui est conséquente. On a peut-être perdu quelques personnes, quelques talents qui, avec le Covid, sont allés voir ailleurs pour des raisons totalement personnelles. Il y en a quelques-uns qui reviennent quand même, donc ça fait plaisir. On fait des métiers passionnants, mais c'est vrai que les exigences, je dirais, notamment liées à toute la sécurité, augmentent de manière importante. Donc, elles ont une part importante dans la préparation des dossiers, plus qu'elles n'avaient peut-être il y a une quinzaine d'années. Donc, c'est vrai que ce temps qui n'est pas donné en amont, on le paye lors de la production de l'événement. Et là, pour le coup, on n'a pas le temps. Et là, on va prendre des raccourcis qui sont peut-être pas les bons. Et ce qui est important, c'est l'anticipation des besoins. L'anticipation des besoins, parce qu'à partir du moment où on sait ce qu'on a besoin, on va préparer les compétences nécessaires autour pour qu'on doit être à un niveau de qualité et d'exigence qui est attendu par l'annonceur, par l'agence, par toute la ligne de valeur que représente un événement. Peggy, tu veux réagir là justement sur ces compétences? Comment les trouver, comment les recruter, comment faire en sorte que l'événement se passe au mieux et que du début de la pré-production jusqu'à la finalisation complète, la post-production, tout se passe bien?
Oui, alors je l'ai déjà dit tout à l'heure, en fait, ça passe vraiment par la formation et par la prise de conscience. Encore une fois, alors c'est sûr, on plombe un peu l'ambiance là aujourd'hui, cet après-midi, parce qu'effectivement, on pense toujours au pire, malheureusement, mais peut-être qu'on n'y pense pas assez. Mais oui, il peut arriver quelque chose. Donc, je pense encore une fois qu'il faut éduquer les clients, il faut éduquer nos salariés, nos free, parce que je rejoins, effectivement, ils doivent être formés au même titre que nos salariés. Et je pense que ça, plus on va, et d'ailleurs, il faut qu'on réfléchisse à ça, parce que je pense que, encore une fois, je veux pas inquiéter mes confrères. Il y en a qui font bien le boulot, il y en a qui savent pas, et c'est pas une honte. Quand on est une TPE, on a tellement de choses à gérer. Je dis pas que c'est excusable vis-à-vis des gros qui ont, par exemple, et je veux pas prendre cette excuse, voilà, mais c'est vrai que mes confrères qui ont des plus grosses structures, elles ont des cabinets juridiques, elles ont tout ce qu'il faut. Donc encore une fois, je parle pour nos adhérents, mais je parle aussi aux agences qui ne font pas partie de l'événement. Faites-vous accompagner. C'est-à-dire, il n'y a pas de honte. On est sachant dans nos compétences. Et quand on ne l'est pas, c'est d'être sachant, de savoir justement aller trouver les compétences ailleurs et de s'entourer correctement. Il faut un chargé de sécu, on va voir un cabinet. On a besoin de quelqu'un au niveau des RH, on va voir quelqu'un au niveau des RH. C'est pas facile, mais comme disait Stanislas, on est dans un système où il y a de plus en plus de sécurité et on sent bien tous les niveaux qu'il faut sécuriser. En fait, je veux pas dire pire en pire parce que c'est comme ça, donc j'aime pas ce mot, mais c'est de plus en plus. Donc je pense qu'il faut absolument se faire accompagner. Voilà, donc je sais qu'au niveau de l'événement, nous on met en place aussi au niveau toujours de ces outils, on a une experte, une avocate qui nous accompagne et puis qui peut répondre de manière gratuitement et qui après fait des choses rémunérées quand c'est un petit peu plus poussé, mais elle nous accompagne là-dessus. On met en place ce genre de choses, mais quand je vois un peu et c'est un peu ce que j'en ai fait, enfin ce qui m'est sorti, et puis quand on a échangé, quand on a fait cette table ronde, c'est qu'en fait, il faudrait même, je pense qu'on réaculture ou qu'on reculture, je sais pas comment on peut dire, les agences et donc les collaborateurs sur tous les aspects sécurité, prévention. Je pense que c'est hyper important, donc il faudra peut-être qu'on y réfléchisse. Oui, alors c'est vrai que dans la préparation qu'on a pu avoir avec l'événement, parce que je pense que ça des fiches de bonne pratique. Voilà, exactement, des fiches de bonne pratique, parce que il faut résumer. Là, on s'est dit tellement de choses, c'est un peu complexe, mais résumer tout ça sur des fiches avec genre 10 points. À quoi il faut penser quand on organise son événement? On a 10 points à vérifier. Je pense que tout le monde sera gagnant. En fait, encore une fois, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc il ne faut pas hésiter et surtout faites-vous accompagner, n'hésitez pas.